Bonjour à tous, bonjour en cette nouvelle année 2024 que je vous souhaite la meilleure possible. Donc nous sommes aujourd'hui quatre membres du CDRS pour continuer et quasiment terminer l'état des lieux des spiritualités existantes par l'animisme. Alors c'est moi qui vais vous faire cette présentation relativement simple, hein. Je ne suis pas allé très loin dans les détails parce que je pense que c'est assez peu connu de toute façon, donc ne serait-ce quelque chose d'un peu, non pas superficiel, mais léger, je dirais, sera suffisant. Voilà, donc je démarre directement. Alors, l'animisme. L'animisme est une croyance en un esprit ou une force vitale qui anime les êtres vivants, les objets et les aliments naturels tels que les pierres ou le vent. Les âmes et les esprits mystiques, manifestations de défunts ou de divinités animales, peuvent agir dans le monde tangible, de manière bénéfique ou non. Il convient donc de leur vouer un culte. L'animisme peut caractériser des sociétés extrêmement diverses, situées sur tous les continents. Les chercheurs liés au courant du nouvel animisme remettent en cause l'approche moderniste fondée sur une dissociation dualiste entre nature et culture, entre nature et homme, on pourrait dire, en faveur d'un lien entre les esprits du monde naturel, proche, dirais, des conceptions écologiques contemporaines. Voilà pour une présentation globale. L'origine du terme animisme remonte au XVIIIe siècle, lorsque le médecin allemand George Stahl a proposé une théorie médicale appelée animisme, opposée au mécanisme et au vitalisme. Je rappelle que Descartes, vous voyez, les animaux comme juste des mécaniques animées. Il y a des représentations célèbres de cette époque. Pour résumer à l'extrême, il s'agissait d'expliquer que l'âme avait une influence directe sur la santé. Une seule et même âme est alors à la fois principe de vie et principe de pensée. Donc l'animisme s'oppose alors au mécanisme, donc Démocrite, Descartes dont j'ai parlé, etc. Et se différencie du vitalisme, donc Platon, Bergson et quelques autres. Alors quelles sont les pratiques que l'on rencontre dans l'animisme? Alors attendez, je vais recadrer un tout petit peu. Ah, non, je ne peux pas recadrer. Non, tant pis. Les pratiques animistes varient selon les cultures et les régions du monde. Cependant, la croyance en un esprit et une force vitale qui animent les êtres vivants, les objets et les éléments naturels, tels que les pierres ou le vent, comme je disais tout à l'heure, est un élément commun à toutes les formes d'animisme. Les esprits ou les âmes mystiques, manifestations donc de défunts, de divinités animales, peuvent agir donc dans notre monde de manière bénéfique ou maléfique, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc, c'est la raison pour laquelle on leur voue un culte. Les pratiques animistes peuvent inclure des rituels notamment de guérison, des offrandes, des danses, des chants, des prières, des sacrifices, des cérémonies de passage, des fêtes saisonnières, des pèlerinages, des méditations, des invocations, des divinations, des consultations d'oracles, des pratiques de possession également, et des pratiques de chamanisme, de sorcellerie, de magie, et bien d'autres encore. Donc on voit que le spectre est extrêmement large, mais on voit bien que c'est un spectre bien plus large que ce qu'on rencontre dans les religions monothéistes que nous sommes peut-être plus familières. Alors, géographie de l'animisme, donc c'est une croyance qui peut être trouvée dans de très nombreuses régions du monde, on pourrait dire dans toutes les régions du monde. Hein. Donc aujourd'hui, les pays qui ont une plus grande communauté animiste sont la Chine, le Vietnam, Taïwan, le Brésil et l'Inde.
Les adhérents aux différentes croyances animistes sont environ 430 millions dans le monde. Ça, c'était les chiffres estimés en 2020, contre 404 millions en 2010. Bon, après, la population mondiale a augmenté. Les religions traditionnelles africaines et les religions amérindiennes sont souvent considérées comme étant des croyances animistes également. Alors, les relations, j'ai évoqué tout à l'heure l'animisme, les relations entre l'animisme et le chamanisme. Le chamanisme est en fait une pratique spirituelle qui est souvent associée à l'animisme. Ah, attention, Christian, tu as un esprit qui vient de s'animer derrière toi. Les chamans sont des personnes qui ont la capacité de communiquer avec les esprits et les divinités et qui utilisent cette capacité pour guérir les maladies, prédire l'avenir et aider les membres de leur communauté. Une forme de proto-clergé, on pourrait dire. Le chamanisme est souvent considéré comme une forme d'animisme car il implique la croyance en des esprits et des forces surnaturelles qui peuvent influencer le monde tangible. Cependant, toutes les pratiques animistes ne sont pas nécessairement liées au chamanisme. Et toutes les pratiques chamaniques ne sont pas nécessairement de type animiste. Mais bon, on voit bien qu'il y a dans ces religions, je dirais, premières ou primitives, il y a un lien fort entre les deux. L'animisme est souvent, en termes historiques, maintenant, l'animisme est souvent associé aux cultures préhistoriques, y compris celles du néolithique. Les vestiges archéologiques montrent que des pratiques animistes étaient courantes dans les sociétés néolithiques, comme en témoignent les peintures rupestres, les sculptures et les objets rituels. Les religions polythéistes ont souvent un caractère animiste également. J'ai notamment lu des choses qui ressemblent avec des choses qui disent ça dans l'épopée des 10 000 de Xénophon. On retrouve effectivement ce type de pratique. Le shintoïsme, donc une religion que nous avons déjà présentée dans le cadre du CDRS par notre ami Guillaume Tanneux, est une religion officielle au Japon et elle est la plus connue des religions animistes. Bien que le dieu de la nature, Pan c'est le nom de la nature, il est souvent associé à l'animisme, mais en vérité, il est plus précisément un dieu qui est plutôt polythéiste et qui est membre du panthéon mythologique grec. Les religions monothéistes ont souvent cherché à supplanter les religions animistes, considérées comme primitives ou païennes. Justement. Cette supplantation s'est souvent faite par la conversion forcée des populations animistes au monothéisme, ou par l'assimilation de certaines croyances animistes dans les religions monothéistes. On pourrait parler de Noël, par exemple, qui est un exemple typique. Alors, l'animisme aujourd'hui, l'animisme moderne. Donc il y a un certain regain d'intérêt pour l'animisme dans les sociétés développées ces dernières années, en particulier dans les milieux écologiques et spirituels. L'animisme moderne est une forme de croyance qui est basée sur les vestiges des anciennes croyances, les traditions et les rites de vénération et de commémoration des ancêtres. La maison séduisante, par exemple l'essence de la maison, les techniques chamaniques pour le retour de l'âme au corps. Hein. Donc, il y a des... Alors, le nom m'échappe, mais effectivement, ceci m'évoque beaucoup de choses, justement, de déplacer des pierres et des objets dans la maison en fonction des saisons pour avoir les énergies qui vont bien. Mais le terme m'échappe. Le courant du nouvel animisme remet en cause l'approche moderniste fondée sur une dissociation dualiste, justement, entre la nature et la culture, entre la nature et l'homme, séparation de ces deux éléments qui sont fondamentaux, justement, fondateurs, j'ai tendance à dire, pour les monothéismes. Je dirais même, pour moi, les monothéismes ont été inventés pour répondre à ça, justement,
cette séparation de l'homme et de la nature, de l'homme et de la raison. En faveur, donc, cette négation de ce dualisme, en faveur d'un lien avec les esprits du monde, donc ce sont les conceptions de fusion avec le monde naturel. Alors je terminerai par un petit clin d'œil à Jean Piaget. Jean Piaget qui était un psychologue suisse et épistémologue génétique. Et alors, donc il est célèbre pour sa théorie du développement cognitif, qui examine comment les enfants se développent intellectuellement tout au long de l'enfance. Alors, bien que Jean Piaget a étudié l'animisme chez les enfants, il n'a pas contribué directement à la théorie de l'animisme au sens où je l'ai présenté là. Pour autant, son travail sur le développement cognitif a influencé la compréhension de l'animisme et de la pensée magique chez les enfants. Selon Piaget, les enfants ont tendance à attribuer des caractéristiques animées aux objets inanimés comme les jouets, les voitures, les arbres, etc. Donc cette croyance est appelée animisme et est considérée comme une étape normale du développement cognitif chez les enfants. C'était petit clin d'œil qui ne m'apparaît pas inutile dans cette présentation. Messieurs, voilà, donc j'en ai terminé de cette petite présentation de l'animisme, je dirais, sans prétention. Ben, je vous laisse faire un petit tour. Peut-être Didier, qui est au Brésil et qui a peut-être côtoyé plus que nous des gens qui pratiquent l'animisme, peut nous en dire plus. Alors, si tu parles, Didier, ton micro est coupé. Hein. Oui, oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est un sujet qui est assez délicat parce que je dirais que vous m'entendez bien là? Oui. Oui. Je dirais que les seuls qui sont capables de vraiment parler bien de l'animisme, ce seraient les animistes eux-mêmes. Et malheureusement, bien que il est possible que nous ayons quelques croyances animistes sans en être conscients, mais nous ne sommes pas des animistes. Et les anthropologues qui ont parlé de l'animisme, ils ne sont pas animistes non plus. Hein. Donc, parce que là, quand on parle de l'animisme, on est vraiment dans quelque chose qui, dans nos sociétés modernes, on en est loin. Je veux dire, on a oublié ce que c'est. Hein. Attendez, je recherche un texte que j'avais noté qui parle de ça. Je vais le retrouver. Voilà. Donc je ne me souviens plus exactement ce que je vais rattraper, mais c'est du copier-coller d'un texte que j'ai trouvé sur Internet. On nous dit ça, la perspective animiste est si fondamentale, banale et quotidienne, que les peuples autochtones les plus animistes n'ont même pas un mot dans leur langue qui corresponde à animisme, ou même religion. Le terme est une construction anthropologique et non une désignation donnée par les gens eux-mêmes. Alors voilà, c'est ça que je pense que c'est important de comprendre que ce sont les anthropologues qui décident de dire qu'il existe une religion, entre guillemets, qui s'appelle animisme, et qui considèrent qu'il existe une âme et un esprit. Alors que l'animiste lui-même, il n'est pas forcément dans ce type de vocabulaire-là, quoi, je veux dire. Hein. C'est pour ça que c'est difficile d'appréhender cette notion d'animisme. Personnellement, je ne la considère pas comme une religion. Pour moi, c'est pas une religion. Au départ, c'est pas une religion. C'est plutôt ce qu'on pourrait appeler, comment dirais-je,
Krishnamurti, il appelle ça l'esprit religieux, hein, c'est complètement différent. Et même l'adjectif religieux me gêne un petit peu. C'est un état de silence et un art de voir. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la réflexion, dans la pensée rationnelle. On n'est pas forcément non plus dans la pensée logique. On est plutôt dans quelque chose qui est de l'ordre du ressenti, de la sensation, une sorte de perception intuitive, une connaissance intuitive, hein, quelque chose qui on pourrait même dire que c'est quelque chose d'instinctif, spontané. Hein. Voilà, donc ça revient un petit peu à ce que tu disais là par rapport à la psychologie, à la pédagogie Piaget là, avec les enfants. Hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose, oui, c'est vraiment intuitif, quoi. Et comment dirais-je, c'est très difficile à exprimer. Hein. Les mots nous manquent pour expliquer ça parce que c'est un peu de l'ordre du surnaturel. Hein. Mais les gens qui sont les animistes, hein, c'est une question de sensibilité, voilà. Hein. On manque de vocabulaire pour exprimer ce que c'est. Hein. Voilà. Alors je dis à l'origine, à mon avis, c'était pas une religion, ça l'est devenu, hein. Comme toute les spiritualités d'ailleurs. Au départ, on a quelque chose qui est pur et vrai. Et puis progressivement, il y a une déformation, une sorte de corruption qui se met en place, hein, une distorsion. Et ça dérive, hein, mais ça on retrouve ça dans pratiquement toutes les spiritualités. Hein. Au départ, il y a un message qui a une certaine pureté, une certaine vérité, et ensuite il y a évidemment des personnes qui s'emparent de ça et puis qui commencent à le corrompre et qui commencent à s'autoproclamer, comment dirais-je, leader de la chose. Hein, et puis ça dérive. Alors pour moi, l'animisme, ça a dérivé, hein, ça a dérivé aussi, parce qu'au départ, comme je l'ai expliqué, c'est comme si quelque chose de spontané. Donc c'est pas une religion, c'est plutôt une manière de sentir les choses. Et après, ça dérive vers les rites. Hein. On dit qu'il faut aller vers les rites et puis vers les comment ça s'appelle encore j'ai oublié le terme. Hein. Et puis il y a toujours un qui est plus malin que les autres et qui s'autoproclame le sorcier de la tribu. Puis là, ça commence à dévier vers quelque chose de religieux. Okay. Donc voilà. Donc j'ai noté quand dans ta présentation le terme religion première ou primitive. J'aime pas beaucoup le mot primitif parce que effectivement, ça a un petit côté péjoratif. Mais moi, je dirais plutôt la spiritualité première, spontanée. Hein. Il faut se mettre dans le contexte, hein, de qu'est-ce que c'est les premiers hommes. Hein, il faut se mettre dans les contextes des premiers hommes, c'est-à-dire l'homo sapiens sapiens. Là, il y a 300 000 ans. Tout d'un coup, il se retrouve avec un cerveau de 1350 cm3. Et le voilà, il est dans ce monde, en plein milieu de la nature, il vit dans la nature, il vit de la nature, et il ne sait pas grand-chose, à part comment subsister et survivre dans ce monde où tout lui est inconnu. C'est ça qu'il faut bien comprendre, ce contexte-là. Et donc, il essaye de comprendre, hein, avec son cerveau, mais il n'a pas... il n'a aucune source de savoir extérieur, il n'y a pas de livre, il n'y a pas tout ce savoir qui nous est déversé aujourd'hui, qui vient de tout un tas de sources différentes.
Et donc, il ne peut que comprendre par lui-même. Hein. C'est bien comme ça que ça se fonctionne. Et alors, voilà, il y a une sorte de, comment dirais-je, de relation qui se fait extrêmement forte entre lui et son environnement, hein, ce qui est tout à fait normal, ça me paraît enfin plutôt naturel, je dirais. Hein. Donc j'ai bien aimé que tu parles de Jean Piaget avec cet animisme chez les enfants, parce que ça me paraît effectivement on pourrait dire que cet homme, ces premiers hommes, ils sont un peu comme des enfants, quoi. Ils sont dans un monde où ils ne comprennent absolument pas les lois de la physique et de la chimie et ces choses-là que nous connaissons nous aujourd'hui. Et donc, il est bien obligé de se concevoir un système de pensée, un système qui va lui donner chercher du sens, hein, au monde qui l'entoure. Et donc, c'est là où il va commencer à ressentir qu'il existe une force vitale, une force de vie qui est autour de lui, puisqu'il est dans la nature et il vit de la nature. Voilà, bon, voilà un peu comment je vois les choses, disons déjà a priori. Après, je vais m'arrêter un petit peu pour vous laisser quand même, pour vous laisser donner vos commentaires à vous aussi. Merci. Merci beaucoup Didier de toutes ces prolongations tout à fait intéressantes et qui correspondent, je pense, à une partie des choses que tu as pu constater par toi-même. Donc c'est d'autant plus intéressant d'avoir un témoignage vivant, je dirais, de cela. Il nous échappe effectivement totalement. Qui veut poursuivre? Christian? Allez, vas-y, Christian. Ah bah, je remercie Didier hein, d'avoir apporté ce complément de réflexion sur ce concept peu précis d'animisme. Et après l'avoir entendu, je pense que, je dirais pas on comprend mieux, mais on comprend mieux la difficulté de savoir qu'est-ce que c'est que l'animisme. Question à laquelle il est difficile de répondre. Et j'ai bien aimé quand Didier a dit la croyance animiste, on a des croyances sans en être conscient. Et ce qui ramène d'ailleurs à la fin de son exposé, quand il a suggéré que peut-être l'animisme, c'était finalement la spiritualité première de l'Homo sapiens de moins de 300 000 ans. Il a commencé à avoir un cerveau plus gros qu'avant, et qu'il avait un outil là dont il ne savait pas quoi faire, il ne savait pas comment ça marchait son cerveau, mais il ressentait qu'il avait une puissance d'interprétation des choses qui était possible. Bon, on était presque, je dirais, au temps zéro de la spiritualité. Et que ce temps zéro de la spiritualité qui a été rendu possible parce que l'homme a été le seul animal à avoir un cerveau qui se soit développé avec ses capacités, justement, notamment de théorisation et d'abstraction, eh bien, il a commencé à ressentir des choses, et c'était peut-être effectivement cette spiritualité première qu'on appelle aujourd'hui animisme. Alors, animisme, tu as dit, Luc, au début, c'est la croyance comme quoi il y a des esprits, voilà, qui animent les personnes physiques, les personnes, les animaux, les objets, la nature, les fleuves, les montagnes, la Pachamama, voilà, etc. Bon. Et donc tout ça, ça reste quand même extrêmement large, extrêmement flou, et pas pour rien qu'on parle de fourre-tout, hein, disons, pour l'animisme. Un autre élément aussi qui est extrêmement important, c'est que c'est une construction anthropologique disons, du scientifique moderne, ça, animisme. Hein. Bon, c'est-à-dire que la population primitive, alors, population primitive, hein, moi, c'est pas du tout péjoratif. Hein. Primitif, c'est-à-dire premier. Bon, le premier,
peut-être mieux que ceux qui sont venus après d'ailleurs. Bref, vous connaissez moi, la théorie là-dessus, disons mes inclinaisons. Et donc, les diplômés hein, des écoles du 19e siècle, 20e siècle, ils ont dit il faut qu'on fasse des catégories, qu'on catégorise, ils ont trouvé le mot animisme, voilà, et ils l'ont plaqué là-dessus. Est-ce que c'est une religion? Bah, non. Une religion, il y a des critères, il y a un dogme, il y a des écritures. Bon, là, non. C'est manifestement pas une religion, d'abord parce qu'on n'arrive pas à le définir. Et je dirais que c'est plutôt une espèce d'environnement, une espèce d'écologie spirituelle, un environnement mental, hein, et qui, au départ, est aiguillonné par la sensation, la perception qui est rendue tout d'un coup possible par ce fameux cerveau de 1300 cm3. Est-ce qu'on manque de vocabulaire pour définir? Non, on ne manque pas de vocabulaire. Ça, le vocabulaire, en français, on a beaucoup de vocabulaire. Non, on manque de réflexion pour mettre ensemble des mots pour que ça fasse une phrase et qu'on puisse, voilà, on manque de syntaxe, on manque sans doute de réflexion sur l'animisme pour vraiment donner une définition principielle, une définition à partir de laquelle on va pouvoir ils ont décliné toutes les manifestations de l'animisme. Alors, les Grecs, est-ce qu'ils étaient animistes? Parce que, en voilà, les premiers hein, qui ont commencé quand même à faire fonctionner leur cerveau et à écrire ce qu'ils ressentaient. Parce que je pense qu'effectivement, les premiers Homo sapiens, il y a 300 000 ans, ils ont fait fonctionner, mais bon, il n'y avait pas de bouquin, pas d'écriture. Les Grecs, ils ont commencé à écrire. Les Grecs, ils vivent en permanence avec les dieux. Les dieux, c'est quoi? C'est les esprits. Hein, bon, donc, et que, il faut voir que tous les écrits grecs, c'est voilà, je dis ça, et puis il y a le dieu machin qui. Bon, donc il est baigné, immergé totalement dans un monde habité par des esprits, qu'ils appelaient des dieux. Bon, c'était des esprits. Voilà. Donc, il me semble que la civilisation qui a été le plus imprégnée de ce qu'on peut définir comme l'animisme, c'était les Grecs. Alors, maintenant, aujourd'hui, quid? Parce que finalement, personnellement, c'est ça qui m'intéresse. Quid aujourd'hui de l'animisme? Alors, on peut lire ici ou là qu'il y a un renouveau d'animisme, on est très très déçus parce que chaque fois qu'on lit les articles, ils disent oui, il y a un renouveau d'animisme, et puis ils font une tautologie, un verbiage. Alors, personnellement, ce qui me frappe, moi, ce qui m'intéresse, c'est je reprends la définition de Luc, l'animisme, c'est la croyance en ce qu'il y a des esprits qui habitent tout notre environnement, c'est-à-dire nous-mêmes, les animaux, les plantes, les reliefs naturels, etc. Et les objets. Les objets. Bon. Et ce monde capitaliste, 306, qui existe depuis 150, 170 ans, seulement, a construit des milliards d'objets qui n'existaient pas auparavant. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, s'il fallait, moi, que je le caractérise par son élément distinctif le plus évident de tout le monde qui est précédent, c'est la quantité d'objets qui sont autour de nous, objets qui ne sont pas simplement par décoration, qui sont, comme dirait Nicolas Georgescu-Roegen, des objets exosomatiques, c'est-à-dire qui prolongent nos possibilités physiques. Hein, le marteau et prolonge mon bras afin de rendre les actions de percussion plus efficaces. Bon, c'est l'exemple du marteau, mais après, on a l'informatique, on a l'électronique, on a tout ça. On a des objets qui, pour l'essentiel, si on met de côté les objets purement décoratifs, hein, sont des objets qui ont pour objectif de nous faciliter la vie, ce qui veut dire, de nous permettre de faire des choses dans la vie de façon plus ceci, plus cela. Voilà.
C'est quantitatif, c'est pas qualitatif. Hein. On est bien d'accord. Donc, ces objets ont-ils une âme? Ou plus exactement, est-ce que l'homme moderne croit que ces objets ont une âme? Eh bien, moi, je pense que oui. Je pense que oui, et je pense que l'animisme habite tout le consommateur, citoyen consommateur, etc., électeur, hein. C'est-à-dire qu'il vit, non pas anti-vérité d'objets, il vit dépendant des objets, il est objet-dépendant, et il vit dans l'environnement mental spirituel, le fait que ces objets ont une âme, ces objets, il dialogue avec eux, ces objets, on en a parlé récemment, je ne sais plus dans quel débat, quel cercle. C'était nous deux la semaine dernière, en attendant nos amis. C'était nous deux derrière, on préparait déjà notre joute d'aujourd'hui. Et voilà. Et donc, c'est ça qui me semble aujourd'hui de l'actualité de l'animisme, c'est le rapport de l'homme moderne avec les objets qu'il représente. Merci beaucoup, Christian. Là, tu fais rebondir, rejaillir le débat, peut-être au-delà de ce qu'on dit là, mais peut-être ça sera l'occasion peut-être d'en discuter en propre de ce point-là, justement. Je pense que ça mérite une émission en soi, peut-être. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être du CDRS, oui, peut-être plutôt. Ok. Eberhard. Oui, donc, oui, je remercie d'ailleurs Didier et d'ailleurs Christian aussi. Et merci toi, Luc aussi, de présenter le démarrage du sujet. Mais j'ai plus à réagir sur l'intervention de Didier, en fait. Comment dire, moi qui suis, qui suis en contact aussi direct avec les éléments, et que j'ai un rapport mystique, je dirais, à la nature et la création dans son acception, disons, spirituelle, hein, puisque chez les animistes aussi, il y a des cosmogonies, il y a disons, des histoires de la constitution du monde. Et donc, j'ai ce sentiment aussi quand je regarde, je sais pas, mes légumes ou l'herbe, tout simplement, ou mon cheval, mes brebis et même ma petite chatte. Donc, tout ça, ou même le bois pouvant permettre de tenir ma cabane, hein, que j'ai et tout le reste. Voilà, évidemment, ce sentiment-là, je l'ai vraiment en direct, beaucoup plus que quand je regarde la serre. La serre étant aussi ce tunnel maraîcher, pour moi, j'ai du mal à lui donner une âme, alors que je peux donner bien plus facilement un objet vivant, hein, donc objet, c'est façon de dire, là, donc à un élément qui vient de la nature, on pourra toujours me rétorquer que dans le tunnel maraîcher, il y a des parties métalliques et que ces parties métalliques viennent donc des minéraux, mais ça a été tellement transformé par l'homme que l'âme s'en est évacuée. Alors là, c'est pas que je m'oppose en faux à ce que vient de dire Christian, parce qu'effectivement, je crois aussi que les êtres humains occidentalisés et industrialisés et médiatisés et compagnie, ils ont besoin d'une compensation. Et donc, en tant que tel, ils vont essayer de donner une âme à quelque chose qui en a pas, et ils vont la transmuter parce qu'il leur faut quelque chose. Alors que moi, j'ai déjà toute cette nature réelle, quoi, cette nature vraie, cette nature qui se reproduit, qui se transforme, qui vit dans cette continuité. Là, je lui donne effectivement aussi une teneur, moi je dis mystique, mais on pourrait dire animiste aussi, hein, finalement. C'est là où se rejoint en fait même les monothéismes, parce qu'il ne faut pas voir le monothéisme comme quelque chose de monolithique, hein, à nouveau. Il faut penser qu'à travers même les monothéismes, et certains plus que d'autres, eh bien, la dimension mystique existe, et c'est cette partie-là qui est en rapport le plus proche de l'animisme. Et je pense qu'un François d'Assise est un animiste qui s'ignore, par exemple, pour vous donner un exemple. Enfin, par contre, concernant disons une intervention de Didier en disant oui, au début, il y a l'homme qui ne savait pas ce qui l'entourait, qui voyait, mais l'homme a toujours observé et réagi par rapport à la nature. Donc, il commençait quand même, malgré tout, progressivement à avoir une connaissance,
d'abord intuitive. Là, je te rejoins, hein, Didier, c'est vraiment complètement intuitif. Mais par contre, je ne pense pas qu'il faille dire, d'abord, l'homme n'est pas seul. Parce que les animaux n'étaient pas seuls, ils étaient toujours en groupe, et donc l'homme, même dans la plus petite groupe d'hommes qui pouvait être une dizaine d'individus, peut-être dirons-nous adultes ou même un peu moins peut-être, eh bien, il faut concevoir le fait que dans un groupe, il y en avait un qui était un peu plus intuitif que l'autre et qui avait tout simplement des capacités à plus ressentir ce lien entre l'homme et ce qui l'environnait et ce qu'il est lui-même, en quelque sorte. Hein. Donc, je ne pense pas qu'il faille tout de suite donner une catégorie morale vis-à-vis de quelqu'un qui va être plus apte. Et je vais vous prendre un tout simple exemple. J'ai un ami qui va certainement mourir d'un cancer bientôt, et donc il est sous chimio et compagnie. Et il y a une de mes amies qui me dit, ah ben, moi, je sais couper le feu. Et on m'a dit qu'en fait, je pouvais aussi, et elle l'a testé, avoir des effets positifs sur quelqu'un qui est en chimiothérapie pour, disons, adoucir les effets des molécules chimiques. Et en quelque sorte, il y a aussi cet aspect donc de pratiquement animiste, puisque c'est une personne qui vit en fait, qui vit son rapport bon, certainement à d'autres êtres humains, plus qu'avec la nature en tant que telle, et qui va peut-être soigner, comme peut faire le chaman. Et d'un autre côté, il y a ce renouveau chamanique qui existe, et là je revenais d'Allemagne, et là c'est un autre sujet. J'ai ma sœur qui me dit, bon, bah, il y a dans mon village, il y a un gars qui fait payer 500 euros les 2 heures de chamanisme en faisant tout simplement marcher les gens dans ses pas à lui et se mettre en position de lotus pendant 1 heure. Et voilà, et ça vous coûte 400 euros les 2 heures, quoi. Donc en fait, c'est un faux chamanisme, c'est un business chamanique, quoi. Voilà. Voilà pour mes petites interventions pour tracer là. Et donc, il faut quand même considérer que plus pas l'individu en tant que tel, parce que ça, c'est, excuse-moi Didier, mais c'est une conception très individualiste de concevoir ce qu'on dit l'animisme. L'animisme n'est jamais seul, y compris chez les groupes, et il y a une interaction au sein du groupe avec certains qui savent plutôt, disons, mieux parler aux pierres pour en transformer des pointes, même si il a besoin de l'intervention, je pense, du gars qui est plus intuitif au niveau spirituel au sein du groupe. Et il y en a un autre qui sera plus découvrir les bonnes baies ou comprendre le fonctionnement de certaines choses. Et tout ça, évidemment, ça s'est produit sur un long processus qui a duré des centaines de milliers d'années. Voilà. Et c'est tout. Merci beaucoup, Eberhard. Eh bien, je suis vraiment très content de cette émission parce que, une fois encore, je dirais, nous avons exploré un champ que nous n'avons pas du tout anticipé d'explorer, qui était l'animisme. Et du coup, j'ai l'impression qu'on s'ouvre un monde. Voilà, en nous écoutant, j'ai l'impression qu'on s'ouvre un monde de réflexion. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense qu'on va certainement prolonger par une autre émission sur le sujet qu'évoquait Christian tout à l'heure. Ça me semble nécessaire, et peut-être même d'autres sur cette question d'animisme, et notamment sur ce que disait Eberhard. Parce que là, je pense qu'on touche avec ce néo-animisme, je dirais, et que moi, voilà, il a cité 2 exemples. Moi, j'ai un autre exemple proche de moi, des gens qui font le feng shui. Le feng shui, c'est exactement ça, hein, c'est-à-dire on change les objets de place, etc., parce ils amènent telle influence, telle énergie, telle chose comme ça. Et ça a beaucoup d'influence, et je connais une personne qui va chez les gens et qui change les objets de place régulièrement en fonction de, je sais pas quoi, des trucs astrologiques plus ou moins, enfin, il y a différents trucs comme ça. On est totalement dans ce monde-là, je dirais, quoi, hein, à mon sens. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on regarde et qu'on étudie. Je pense que c'est quand même une tendance avec le New Age que nous avait présenté Didier l'autre fois. C'est quelque chose qu'il faut qu'on creuse parce que pour un renouvellement spirituel, j'ai l'impression qu'il y a... Enfin, cette émission me dit qu'il y a des choses à creuser de ce côté-là. Alors, je pense que ce qu'a dit Didier, le fait qu'on a du mal à mettre des mots là-dessus, Christian a dit non, on n'a pas de problème de mots, ce problème c'est qu'on n'arrive pas à trouver les bonnes formulations et tout ça. Et puis Eberhard, son dernière intervention était tout à fait dans cette veine, c'est-à-dire, je pense que en définitive,
on ne peut pas mettre de mots sur quelque chose qu'on ne ressent pas soi-même. C'est un des exemples il y a un autre exemple dans un autre contexte que j'avais vu qui était de certains mots qui étaient employés au Moyen Âge, dont on ne peut plus comprendre le sens, parce qu'à l'époque, il y avait un certain nombre de sentiments, et ces sentiments ont disparu chez les hommes modernes, et on ne sait plus ce que ça veut dire. Eh bien, je pense que dans l'animisme, on est dans cette catégorisation-là. C'est-à-dire que quand il y a une fusion avec la nature, c'est pour ça d'ailleurs, même le mot nature ne devrait pas être employé, fusion avec son environnement en faisant partie intégrante, en étant complètement imbriqué dedans, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de séparation, ça donne un certain nombre de ressentis de vision du monde qui sont forcément différentes lorsque l'on met la nature à distance de la culture, la distance entre l'homme, notamment par le langage. Si on se met à distance et qu'on se raisonne là-dessus, et ces choses premières, primitives, comme on veut, là-dessus, c'est à partir de ce moment-là que ce processus va s'engager et qui va après devenir de plus en plus sophistiqué, puis avec la naissance de la philosophie, justement, et des sciences, de la raison, qui va vraiment marquer une séparation nette entre les deux. Et du coup, nous qui sommes de l'autre côté de cette barrière, nous ne pouvons pas l'exprimer. Nous sommes incapables, je pense, d'en exprimer les principes. On peut le décrire, on peut essayer de le décrire avec nos mots, mais jamais nous ne saurons exactement ce que ça représente. Ça nous est devenu inaccessible. Je pense que ça, c'est vraiment important. Enfin, je ne sais pas si Didier sera d'accord avec ce que je suis en train de dire là, mais c'est comme ça que moi, je l'analyse. Et je pense que c'est vraiment important de s'en rendre compte. C'est-à-dire que nos modèles nous ont transformés. Et ces modèles, le langage, etc., la raison, nous ont transformés, ce qui fait que nous ne pouvons plus ressentir un certain nombre de sentiments qui étaient accessibles directement, je dirais, aux enfants. Et ça me donne la transition, justement, avec peut-être les enfants, justement, ont encore cette capacité à leur âge de développement. Et ça m'a fait penser, quand tu as parlé des enfants, je ne sais plus qui en a parlé, je crois que c'est... je ne sais plus qui. Ça me fait penser à ce que m'avait dit quelqu'un avec qui j'avais travaillé, qui avait été en Afrique en tant que colon en Afrique, donc un blanc français, etc. Et il disait des Africains, en fait, ce qu'ils sont, les Africains, c'est qu'ils ont une âme enfantine. C'est-à-dire ils sont restés des enfants, ils sont des grands enfants. Il le disait comme ça. Et je pense que c'est... Bon, voilà, ça... Après, oui, voilà, ça c'était toi qui disais ça, c'était Didier qui disait ça, je croyais que c'était... Et puis, les premiers hommes, ils essaient de comprendre, mais voilà, ils sont aussi dans des sociétés, ils essaient de comprendre, mais c'est aussi à ce moment-là que naissent les coutumes, que naissent la tradition orale aussi. C'est-à-dire que nous, on a une civilisation qui passe que par l'écrit, mais la tradition orale et la tradition même des gestes, il n'y a pas que la tradition orale, il y a la tradition des gestes qui se transmettaient de façon importante. Et là, je pense que même à l'époque moderne, nous sommes dans une rupture. Enfin, on voit bien dans les jeunes générations et même nos générations, il y a une rupture fondamentale, anthropologique véritablement énorme, entre les nouvelles générations qui n'ont plus les gestes, etc., parce que comme tout est tout le temps moderne, tout est tout le temps nouveau avec ces nouvelles technologies, c'est-à-dire qu'ils savent plus que ce que savaient leurs parents. Et donc, c'est les enfants qui apprennent à leurs parents. Et donc ça crée une rupture anthropologique énorme qui empêche la transmission des traditions familiales. Bon, voilà, excusez-moi, je déborde un petit peu, mais je pense qu'on est quand même un petit peu dans le sujet. Est-ce que vous voulez, Didier, est-ce que tu veux redire des choses? Oui, mais je trouve le débat très très intéressant. Vous avez aussi des choses tout à fait intéressantes. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, pour moi, il y a un problème de mots aussi. Il y a un problème de mots, il y a un problème de langage. J'ai envie, je ne sais pas si je peux me permettre de citer la phrase. Il y a une phrase que j'avais mémorisée qui dit comme ça: je dis toujours la vérité,
pas toutes, parce que toutes la dire, on n'y arrive pas. La dire toute, c'est impossible. Ce sont les mots qui manquent. Et c'est même par cet impossible que la vérité touche au réel. Voilà. Alors le langage est comment dirais-je, le langage est impuissant à exprimer la vérité parce que déjà ce sont les mots qui manquent, et il est encore plus impuissant à décrire le réel parce que le réel est tellement diversifié et tellement complexe, on peut dire, qu'il nous est impossible de le décrire avec le langage. Le langage est impuissant. Alors, il y a un problème de vocabulaire, évidemment, par rapport à l'animisme, parce que puisqu'on n'est pas dans le domaine du langage dans l'animisme, on est dans le domaine de la perception, du ressenti. Et moi, je dis que les mots nous manquent pour expliquer ça. Parce que, bon là, Luc, tu viens de l'expliquer, effectivement, peut-être mieux que je ne saurais moi l'expliquer. Ce que je sais, c'est que, ayant passé 4 ans dans la forêt amazonienne, essayant de vivre en autarcie, sans jamais y arriver vraiment, je dois le reconnaître, mais enfin en semi-autarcie, je me suis senti à certains moments redevenir comme les premiers hommes, quoi. Il faut comprendre, c'est du domaine du ressenti. Alors celui qui n'a jamais pénétré dans la forêt équatoriale ne peut pas savoir ce qu'est le ressenti qu'on a quand on pénètre dans cette forêt équatoriale. La première fois où j'ai pénétré dans la forêt équatoriale, je me souviens, c'était sur la plage de San Pedro en Côte d'Ivoire. Et donc j'étais allé me balader sur la plage qui était derrière le port, parce que je naviguais en voilier à l'époque. Et donc je suis rentré dans cette forêt pour la première fois. Et j'ai fait à peu près une vingtaine de mètres, une trentaine de mètres à l'intérieur de la forêt. Et puis je me suis arrêté et je me suis accroupi. Et j'ai regardé autour de moi et j'ai ressenti, voilà, c'est ça, j'ai dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cet environnement que je ne connais pas? Et j'ai ressenti quelque chose de très très fort, comme si j'avais pénétré à l'intérieur d'un organisme vivant. Et ça, c'est le mot qu'il faut dire quand on parle de l'animisme. C'est le mot vie. L'animisme n'existe que parce que l'homme est en contact intime avec la nature. Et cette nature, qu'est-ce que c'est? C'est la vie. C'est ça qui est important, hein. Donc, effectivement, je crois que Luc, tu l'as dit, je ne voudrais même pas dire le mot nature. C'est le mot vie, hein. Nous vivons dans un environnement qui s'appelle la biosphère. Et donc, oui, quand on parle des minéraux, c'est plus tout à fait la biosphère, hein. C'est le sous-sol, et donc c'est minéral. Il n'y a pas vraiment de vie à cet endroit-là, à moins que on puisse considérer qu'il y ait plusieurs niveaux de vie, hein. Pourquoi on dit que, tiens, je vais prendre une référence, dommage Claude n'est pas là, une référence de la révélation d'Arès, hein, qui dit que l'homme qui a ce discernement spirituel animiste, il entend crier la pierre, alors que aujourd'hui, nous, les hommes modernes, la pierre ne nous parle pas, hein. Alors comme dit Christian, aujourd'hui on a fait, alors tiens, je vais faire une liaison avec ce qu'a dit Eberhard, hein. Il a dit une compensation, donc on va compenser le fait qu'on n'est plus en contact, en liaison avec les objets, avec l'esprit des objets. On va compenser ça en donnant un esprit aux objets modernes qui ne sont pas naturels, puisqu'ils sont produits par l'industrie, hein, l'industrie humaine.
Donc alors pourquoi, alors je dis aussi, je reviens sur le problème des mots, hein, c'est-à-dire que la définition de l'âme, on ne sait pas ce que c'est un mystère, l'âme c'est un mystère, alors que animisme ça vient de l'âme, hein, et il y a plusieurs, des mots qui sont polysémiques aussi, hein, il y a plusieurs définitions, hein. Âme c'est tout ce qui est animé, donc tout ce qui est vivant, mais c'est aussi, voilà, on peut aussi traduire âme par la vie, hein. Et puis l'esprit, qu'est-ce que l'esprit? Alors là, je pose la question, c'est aussi encore assez mal défini, ou plus exactement, c'est encore un mot qui est polysémique. Donc il y a un problème de mots, il y a un problème de définition, c'est clair. Alors je me souviens aussi d'une phrase que j'avais lue, mais j'ai essayé de la retrouver, mais je n'ai pas retrouvé, où on nous dit que il n'existe que deux choses dans l'univers, c'est à la fois l'énergie et la matière. C'est les deux choses qui existent dans l'univers. Et la matière serait, selon, alors je me souviens plus qui c'est, je me souviens des pensées, des phrases, mais je ne me souviens pas de qui les a écrits, qui les a dit, que la matière ce ne serait rien d'autre que finalement de l'énergie concentrée dans la forme. Alors si c'était le cas, si c'était le cas, c'est pas étonnant que celui qui a la capacité de se relier aux objets considère que la pierre a un esprit, puisque c'est effectivement de l'énergie concentrée dans la forme. Donc, or, nous savons non, puisque je viens de dire que le mot esprit est polysémique, mais pour moi, l'esprit, c'est une énergie. L'esprit est une énergie. Alors ça, bon, mais là, il y a, comme tu disais, Luc, il faut creuser dans toute cette histoire-là, parce qu'il faut vraiment arriver à comprendre pourquoi il y a eu une spiritualité première, hein, qui était finalement beaucoup plus large et beaucoup plus grande, beaucoup plus diversifiée que ce monothéisme étriqué. Il faut creuser, là, il y a des choses vraiment intéressantes à comprendre de manière un peu plus profonde, je crois. Voilà. Bon, je vais m'arrêter parce que je suis un peu bavard aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Christian, tu avais demandé la parole? Oui, non, mais le temps est dépassé, donc je ne vais pas prendre la parole. Je voulais. Oui, de toute façon, on va faire une deuxième émission. Non, mais on ouvre des portes qu'il faut. On ouvre des pistes qu'il faut investiguer. Non, je voulais renchérir sur. J'y reviendrai sur l'entrée dans la forêt amazonienne. Bon, j'ai pas vécu 3 ans dans la forêt amazonienne, mais enfin, bon, j'ai fait une entrée dans la forêt amazonienne qui correspond mot à mot à ce qu'a décrit. Et là, on ressent quelque chose. Hein. On ressent quelque chose et on se dit, mais bon, il y a des esprits, c'est clair, les esprits. Et alors, la forêt, c'est la jungle. Et la jungle moderne, hein, les asphalt jungle, bon, et l'esprit aussi qui se retrouve dans la civilisation du truc. Voilà. Donc, cette idée de l'homme qui est rejeté ou qui est introduit dans un univers systémique, c'est la forêt amazonienne ou c'est la grosse pomme de New York. Bon, et il y a des esprits. Voilà. Fin de la parenthèse, c'est pas une parenthèse, c'est une piste qui, donc finalement, c'est la source, cette espèce d'animisme. Et là, je ne suis pas d'accord. On peut le décrire, il faut le décrire, il faut le définir. Notre travail, c'est de définir les choses qu'on n'arrive pas bien. Hein. Si on doit produire quelque chose, c'est cette définition de l'animisme, et qui est une définition qui va pouvoir s'appliquer finalement à des comportements contemporains. Eh bien, voilà un vaste chantier. Eberhard, tu veux rajouter une dernière chose? Non, je pense qu'on a dit pas mal de bonnes choses, de choses intéressantes. Après, ça faut s'affiner, quoi. Oui, ben, je vais reprogrammer au moins une émission déjà sur le sujet l'homme industriel, etc., marchand avec ses objets, tout ça. Et puis, je pense qu'il y a une deuxième justement sur ce qu'on vient de dire à l'instant, peut-être en premier, d'ailleurs, on fera peut-être celle-là,
sur la pénétration dans la forêt équatoriale. En partant de ce point-là. Hein, puis, je pense que le débat était... L'homme vient de la forêt. La forêt ou je pense la mer. Hein. La mer, je pense que ça doit... je sais pas. Enfin, peut-être si on est sur une coquille de noix. Moi, je suis pas marin, donc j'en sais rien. Hein. Oui, j'ai failli en parler. J'ai failli en parler de la mer. J'ai failli en parler de la mer parce que j'ai navigué aussi pendant des années sur la mer parce que j'avais construit un petit voilier. J'ai fait un peu le tour du monde en voilier. Donc la mer aussi est un milieu. J'ai pas pu dire tout ce que je voulais dire là par rapport à l'animisme, mais c'est lié au fait qu'on est dans un milieu naturel et que la liaison se fait. Il y a une liaison qui se fait extrêmement forte. Voilà. Très bien. Eh bien, je pense qu'on va rester là. Juste un dernier mot sur un thème qui me tient vraiment à cœur, c'est ce lien entre la vie et les pierres, justement, l'énergie et la matière. Eh bien, je pense que au travers de nos émissions sur la négantropie, eh bien, on a apporté des éléments de réponse qui unifient tout cela et qui, je pense, vraiment, peut vraiment nous servir dans notre renouvellement spirituel. Merci, messieurs. À très bientôt sur ce sujet. Très belle émission. Au revoir.